L'inspirateur du gang des égouts, un photographe niçois, un homme tranquille. Juan Carlos à Paris, mon pays ne peut être qu'européen, il l'a toujours été. 1,1%, les prix ont flambé en septembre, c'est le point de vue du journal. Ouvert ou fermé avant les 3 jours de la Toussaint, prenez vos précautions. Pour les Noirs de Rhodésie, d'abord l'accès au pouvoir, ce sera notre dossier. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tout compte fait, les policiers de Nice et de Marseille ne sont pas si mécontents que ça. Car une fois trié la pêche du coup de filet de lundi soir, ils se sont aperçus que le résultat n'était pas si décevant que cela. Bien sûr, quelques gros poissons ont fui dès qu'il y a eu indiscrétion. Bien sûr, il y a eu là-dedans un petit peu de menu fretin, une demi-douzaine de truands qui n'a servi que de comparse au fric-frac de la Société Générale. Mais il y a quand même et surtout l'instigateur, le chef de toute l'opération. Parler de cerveau serait un petit peu disproportionné à la réalité, mais c'est tout de même une prise bien intéressante. Un photographe tout à fait tranquille, sans casier judiciaire, bref, au-dessus de tout soupçon. C'est en revenant d'Algérie après avoir été soldat en Indochine qu'Albert Spaggiari acquiert à Nice ce magasin. Il achètera plus tard à 40 km de Nice cette ferme dans laquelle les policiers ont découvert ce matin des armes à feu. Mais c'est sans rapport avec l'affaire, Spaggiari est aussi un collectionneur. Et s'il a été impliqué dans 2 précédentes affaires, de faux chèques pour le Crédit Agricole et un vol à Nice à la Banque des Pays-Bas, les policiers n'ont pas pu prouver sa culpabilité ni obtenir des aveux. Aujourd'hui, l'affaire est différente. D'abord, parce que l'un des 2 instigateurs inculpés à Marseille, Pellegrin, l'a dénoncé. Oh, pour une banalité, il n'aurait pas donné à Pellegrin la somme promise après le vol. Ensuite, parce que d'autres inculpés l'ont chargé. C'est lui, Spaggiari, qui a donné aux 23 personnes qui ont participé aux casses des informations précises. L'épaisseur des murs, l'emplacement des coffres, et presque leur contenu. Car Spaggiari savait parfaitement, et c'est étonnant, que les coffres contenaient en lingots d'or, en argent liquide et en bijoux plus de 10 milliards d'anciens francs. Ce serait lui, d'autre part, qui aurait payé la location d'une villa pour 5 des gangsters. Enfin, il aurait participé après le vol au partage de l'argent liquide et des lingots d'or, plus de 2 milliards de centimes. Mais Spaggiari, depuis hier 15 heures, heure de son arrestation à Nice, nie. Ça lui est facile. Hormis les aveux de certains, pas de preuves formelles, du moins pour l'instant. Et puis, ce n'est pas lui qui, en avril dernier, 3 mois avant le casse, a constitué l'équipe et qui est allé à Marseille chercher d'autres truands. C'est un autre gangster que la police connaît et recherche. Reste une question. Comment Spaggiari, s'il les a eus, a-t-il pu avoir des informations aussi précises sur la Société Générale? Oui, Jean-François Luciani vous l'a dit, on ne lance pas au hasard ce genre d'opération de police. Au départ, il y a toujours un petit quelque chose, un indicateur par exemple, ou bien, et voilà un mot chargé de bien des défauts, ou bien tout simplement une écoute téléphonique. C'est un mot normalement bénin, banni en effet du vocabulaire politique, et pourtant certains se sont demandé récemment si la pratique n'avait pas repris. Pas du tout, leur répond Michel Poniatowski, les écoutes ne nous servent que dans ce genre d'affaires criminelles et dans les affaires d'espionnage. Je ne signe que sur réquisition d'un juge. Et ce sont des écoutes qui sont honnêtement très indispensables. Pour ne rien vous cacher, on peut le dire, certaines des opérations auxquelles nous avons abouti récemment, et en particulier l'affaire de Nice, tient à ça. Je le fais personnellement et sous ma responsabilité, comme le ministre de la Guerre le fait. Que déontologiquement, je suis hostile à toutes les écoutes de caractère politique, syndical, journalistique. Ça n'a aucun espèce d'intérêt. Je dirais même que si on veut se tremper en politique, se faire des illusions, il suffit d'écouter au téléphone, comme il suffit souvent d'écouter des conversations de corridor. Rien ne peut vous conduire à aller plus à l'erreur que des écoutes de ce genre. Et à mes yeux, l'inexistence de ces écoutes téléphoniques offre un autre avantage. C'est qu'à partir du moment où le personnel et les syndicats savent que nous ne faisons pas d'écoutes téléphoniques autres que celles de la criminalité ou de la défense du territoire, eh bien ce personnel coopère et collabore chaque fois au contraire qu'il se trouve dans ces situations de criminalité. Et puisque nous parlons affaires de police, évoquons d'un mot une vaste opération déclenchée hier pour retrouver Jean Quay, l'ami d'Hervé de Vater. Tout cela s'est passé sans succès, au domicile de son ancien avocat qui a qualifié l'opération
d'insensé. L'étranger. Quinca, voilà donc que s'est ouverte il y a 2 petites heures la première séance de la conférence de Genève sur la Rhodésie. Quinca parce qu'au dernier moment, Anglais, Rhodésiens blancs et nationalistes africains se sont accrochés sur un détail de procédure et ont déjà, après quelques minutes, décidé d'ajourner pour quelques jours la conférence. C'est que ces négociations s'annoncent bien difficiles. Il s'agit tout simplement de ménager la transition entre blanc et noir. Quand tout cela sera fini, seule l'Afrique du Sud restera le dernier gouvernement du continent à être dirigé par des blancs. Et c'est la raison pour laquelle nous ferons de ce lourd contentieux le thème de notre dossier en fin de journal. Mais tout de suite, le ton de la conférence de Genève. Le rideau est donc levé, mais cela n'a pas été facile. Il a fallu toute l'énergie et toute la diplomatie des Britanniques qui président cette conférence pour que les 4 délégations nationalistes noires et la délégation rhodésienne blanche viennent s'asseoir autour d'une table. Jusqu'au dernier moment, on a cherché le moindre prétexte pour repousser cette conférence. Car entre les blancs qui veulent maintenir leur pouvoir et les noirs qui veulent ce pouvoir tout de suite, le fossé est toujours aussi profond. Les blancs rhodésiens et britanniques à chaque bout de la table rectangulaire, les noirs face à face sont à l'image de cette négociation difficile. Leur premier but va être de trouver au moins un terrain commun sur lequel ils puissent négocier. Le visage sarcastique de M. Smith ce soir et l'attitude dure, fermée des leaders des délégations noires ne sont pas de bon augure. Cette ouverture purement formelle d'à peine 30 minutes est peut-être un succès britannique. Mais sans Henry Kissinger, plus préoccupé en ce moment par la fin de la campagne présidentielle aux États-Unis que par la Rhodésie, malgré la bonne volonté britannique, qui a d'autres problèmes plus urgents à régler, la chute de la livre par exemple, cette conférence risque fort de s'enliser et de report en reprise de durer très longtemps. L'école militaire, l'usine Thomson, un déjeuner offert par la ville de Paris, un entretien avec Raymond Barre, un dîner ce soir avec Valéry Giscard d'Estaing. Voilà un roi sans divertissement. Juan Carlos avait aujourd'hui un agenda parisien bien noirci. Tout juste peut-être s'il a eu le temps d'entendre 2 protestations, celle de l'opposition française de gauche, qui critique ce qu'elle appelle le vernis libéral de son régime, et puis celle plus violente d'un groupe d'Espagnols qui se qualifient de déportés et qui ont cette nuit revendiqué un attentat contre Interpol à Saint-Cloud. 2 gros dégâts, mais le centre nerveux d'Interpol n'a pas été touché. Cela dit, entre la France et l'Espagne, tout va bien, c'est le beau fixe, disent les communiqués. Et apparemment, tout se met en place pour préparer le rapprochement de l'Espagne du reste de l'Europe. À l'école militaire où l'accompagnait le président de la République, le roi Juan Carlos s'est adressé aux officiers stagiaires de l'Institut des hautes études de défense nationale. Et il s'est félicité de la coopération active des armées françaises et espagnoles. Son discours reflétait ce désir d'aller au fond des choses dont on a parlé du côté français. Ainsi, quelques heures auparavant, lors de la réception des souverains espagnols à l'hôtel de ville de Paris. Juan Carlos a tenu à parler de l'Europe et plus précisément de l'appartenance de l'Espagne au vieux continent. C'est le thème qui lui est le plus cher depuis son arrivée en France. Il l'a fait avec autant de conviction qu'à l'occasion hier soir du dîner de l'Élysée. Mon pays, qui ne peut être qu'européen, qu'il a toujours été, se sent en mesure de contribuer à la création de l'Europe nouvelle, riche de ses diversités et forte de son unité. La route vers le port de salut d'une Europe fermement, harmonieusement unie ne se fera pas sans peine ni difficulté. Nous pensons que, comme la devise des armoiries de votre ville, nous pourrons dire de cette Europe « Fluctuat nec margetur ». Coïncidence ou non, quand Juan Carlos arrive, François Mitterrand part à l'étranger. Il reviendra d'Israël le jour du départ du roi d'Espagne. Ce matin, il a rencontré le maire arabe de la ville d'Hébron et a rappelé avoir toujours défendu le droit fondamental d'Israël au moyen de son existence. La livre dégringole, le franc s'accroche bien, l'indice des prix à la fièvre et l'essence augmente lundi à minuit. Voilà un bref résumé de la situation dans un paysage où tout se mesure en baromètre et en thermomètre. Alors reprenons les choses par le début. D'abord, la livre a crevé une fois de plus son plancher, triste record. Un billet d'1 livre ne vaut plus que 7 francs
85, un billet qui en valait 2 fois plus il y a 3-4 ans. Le franc, lui, s'est bien tenu aujourd'hui. De toute son énergie, il essaie de se tenir au plafond des 5 francs. Il a réussi aujourd'hui. Alors le prix de l'essence, c'est finalement décidé. C'est donc lundi à minuit que le super passe à 2 francs 25. Et enfin, l'indice des prix, celui de septembre n'est pas bon du tout. 1,1%, c'est même plus qu'on ne pensait. Cela fait pour les 12 mois qui viennent de s'écouler une augmentation annuelle d'un peu moins de 10%, 9,7 très exactement. Eh bien, de ce très mauvais indice des prix, on peut retenir d'abord ceci. La montée très nette des prix des produits alimentaires. Chacun a pu s'en rendre compte en faisant ses courses. Depuis 6 mois, les prix alimentaires suivent une pente qui conduit à 20% de hausse en un an. De quoi faire sauter le plan Barre si cette tendance n'était pas renversée. Or, tous les produits alimentaires frais, les légumes, fruits, les viandes, le lait, le beurre, le fromage, les œufs, échappent au blocage des prix. Cette hausse est due en partie seulement à la sécheresse, ce qui fera néanmoins dire que certains Français paieront 2 fois les conséquences de cet accident climatique en tant que contribuables et en tant que consommateurs. Deuxième remarque, l'indice de septembre révèle les comportements d'un grand nombre d'industriels et surtout de prestataires de services qui, pris dans une ambiance d'inflation, on en parlait tellement, ont anticipé les hausses qui n'avaient rien de fatal. Comment expliquer autrement, par exemple, la hausse des articles en cuir pour les écoliers et des vêtements d'enfants juste avant la rentrée scolaire? Troisième remarque enfin, ce 1,1% de hausse en 30 jours démontre à l'évidence qu'il fallait faire quelque chose, d'où le plan Barre. Mais compte tenu de sa mise en œuvre assez lente, ses effets n'en seront connus qu'à la fin de l'année au plus tôt. D'ici là, d'autres mauvaises surprises ne sont pas à exclure, qui pourraient avoir comme conséquence une prolongation de la période de blocage des prix qui se termine en principe le 31 décembre. En France, toujours, 3 autres informations. L'étonnante initiative de Marcel Dassault, ce matin, qui a décidé de saisir lui-même le Conseil constitutionnel sur sa situation de parlementaire et son éventuelle incompatibilité avec ses autres fonctions. En fait, il s'agissait de prendre de vitesse le bureau de l'Assemblée nationale. Les propos de François Serac à la journée du CNPF sur les conditions de travail, c'est dans l'entreprise, a-t-il dit, que se situe le moteur principal du progrès social. Et puis, la libération des 2 coopérants français prisonniers depuis près de 2 ans du front Polisario dans le Sahara. Jean-Paul Dieff et Pierre Ségureau sont arrivés ce matin à Paris et avant de se reposer, on fait un petit tour chez le président de la République qui avait voulu, j'imagine, les recevoir pour un petit peu les réconforter après de longs mois de captivité. C'est dans la région de Tindouf, à la frontière de l'Algérie et du Sahara ex-espagnol, que les 2 prisonniers ont été remis à une mission spéciale française venue de Paris. Enseignant au titre de la coopération militaire au lycée d'Agadir, au Maroc, ils avaient été interceptés par des guerrilleros du front Polisario qui effectuaient une opération militaire dans cette région. Vêtus du vêtement traditionnel sahraoui, Pierre Ségureau et Jean-Paul Dieff étaient marqués par les conditions de leur détention qui a duré 10 mois dans une solitude totale au milieu d'un des déserts les plus arides du monde. C'était 10 mois difficiles. Dans quelles conditions avez-vous été détenu? C'est-à-dire sous une tente, quand il y avait une tente. Vous étiez bien traité? Qu'est-ce que vous appelez bien traité? Je veux dire bien nourri, vous avez été violenté? Nous avons été nourris comme se nourrissent ces gens-là, avec ce qu'ils ont. Des légumes secs, du pain, du lait. Et ce que je voudrais savoir, mais c'est dans quelles conditions vous avez été arrêté et intercepté par les forces sahraouies? Sur la route Tantan-Tarfaya. Les autorités marocaines vous avez prévenu qu'il ne fallait pas aller dans cette région, ou bien est-ce que vous l'ignorez totalement? Ah oui, nous l'ignorions. Et alors vous avez été attaqué, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pourriez nous le raconter, s'il vous plaît? Il y avait des éléments armés qui nous ont arrêtés sur la route, qui nous ont dit de nous arrêter, quoi. Qui nous ont fait arrêter. Et ensuite, vous les avez suivis en véhicule, à pied, à chameau? Ils avaient des Land Rover et des fusils. Monsieur Léonid Brejnev a adressé un message personnel de félicitations à Monsieur Wang Feng, nouveau président du comité central du Parti communiste chinois. Le rétablissement de relations normales entre l'URSS et la Chine semble devenir une préoccupation essentielle pour les dirigeants soviétiques. On en a parlé au plénum du comité central. Toutefois, on peut douter du succès de ce nouvel effort de rapprochement. L'agence Chine Nouvelle annonçait hier, l'URSS sabote les guerres de libération dans le tiers-monde.
À la réunion de l'épiscopat français à Lourdes, ils sont venus plus de 500, les traditionalistes de l'association Credo dirigée par Michel de Saint-Pierre. Pas de manifestation, mais un pèlerinage classique où prêtres en soutane et dames d'un certain âge chantent la messe en latin. Depuis la lettre de Monseigneur Etchegaray aux catholiques de France, le ton a baissé chez les traditionalistes. Ils disent avoir trouvé dans le texte des quantités de choses qui correspondent à leurs aspirations, entre autres le retour au catéchisme sérieux, à la messe et la confession obligatoire. Haroun Tazieff, radié de son poste de chef de service à l'Institut de physique du globe à Paris. On lui reproche de ne pas être resté en permanence à la Guadeloupe pour rassurer les populations. Réponse du volcanologue, c'est ubuesque. Je n'avais pas à rester sur le volcan puisque j'avais affirmé qu'il n'y avait pas de danger. Haroun Tazieff précise, je suis victime d'un règlement de compte, de l'hostilité du nouveau directeur de l'Institut. En attendant, le volcanologue se prépare à repartir pour la soufrière. Inauguration ce matin à Paris par le président de la République d'une exposition consacrée à Saint John Perse. L'exposition, qui occupera pendant 3 mois les salles du musée Jacques Marandré, prend pour thème l'oiseau, hommage à l'œuvre poétique de l'ancien prix Nobel de littérature. Le chef de l'État, qui était accompagné de Mme Françoise Giroud, secrétaire d'État à la culture, a souligné le caractère particulier de cet homme, à la fois grand diplomate et poète. De cet homme qui, à la question toujours posée « Pourquoi écrivez-vous ?», répondait « Pour mieux vivre ». Depuis ce matin et pour près d'une semaine, la génération juste en dessous de la mienne, les bambins, les écoliers, les lycéens, cette génération-là est en vacances, vous le savez. Pour les adultes, ces vacances se résument à un pont, le pont de la Toussaint, samedi, dimanche et lundi. Cela voudra dire, on vous l'a répété, beaucoup de bouchons. Mais cela veut dire aussi beaucoup de portes closes et pas mal de guichets fermés. Vous trouverez peut-être de l'argent dans les distributeurs automatiques ou à l'aéroport. En tout cas, les banques seront fermées dès vendredi soir pour ouvrir mercredi 3 novembre. Aucun billet doux, mais aucune facture pendant 3 jours. La poste sera fermée. Une permanence le lundi matin dans les chefs-lieux de canton. Pour la sécurité sociale, fermeture également des centres de paiement du vendredi 29 14h au mardi matin. Les citadins qui n'ont pas été aspirés par la route buissonnière seront un peu brimés pour circuler. Fréquence réduite des transports en commun dimanche et lundi. La plupart des grands magasins seront fermés lundi, le matin seulement pour certains d'entre eux. Pas de visite pour la Joconde le jour de la Toussaint. Le Louvre sera fermé comme presque tous les musées nationaux. D'autres nourritures intellectuelles seront cependant accessibles. Les journaux quotidiens paraîtront normalement le 1er novembre. Le pouvoir noir, en effet. Dans 2 ans, vous le savez, les Blancs vont en Rhodésie s'effacer au profit des Noirs, la majorité du pays. Pour l'instant, on prépare la transition, un gouvernement à la fois de Noirs et de Blancs. C'est ce que l'on va essayer de mettre en place à la conférence de Genève, et je vous ai dit que les choses ne se présentaient pas très bien. Les Noirs eux-mêmes sont divisés sur la conduite à tenir dans les mois qui viennent. Mais malgré toutes les rancœurs qui ont pu s'accumuler, Noirs et Blancs semblent prêts aujourd'hui encore à essayer de cohabiter. Demain, nous évoquerons le point de vue des Blancs, aujourd'hui, celui des nationalistes. C'était un dimanche dans la ville noire, à 15 km de Salisbury. L'évêque Muzorewa, l'un des leaders nationalistes, rentre en Rhodésie après un an d'exil. Il crie « Nous sommes forts ». Une fête après un siècle de suprématie blanche et 11 ans de silence depuis que les Européens ont confisqué l'indépendance à leur profit. Seuls quelques policiers blancs sans armes visibles au milieu de 100 000 noirs sans haine apparente. Oui, une fête pour Abel Muzorewa, 50 ans, évêque méthodiste fondateur de l'ANC, le Conseil national africain, dont il dirige l'une des tendances avec effacement. Il faut maintenant considérer ce que les gens souhaitent, c'est-à-dire leur indépendance. C'est ce que j'ai demandé depuis 5 ans. Mais on ne nous a pas écoutés lorsqu'on a voulu résoudre ce problème sur le plan constitutionnel. Il n'y avait pourtant pas d'autre alternative. On m'a même accusé d'avoir peur. Mais les Blancs, à cette époque, faisaient peur à tout le monde.
L'autre leader de ce Conseil national africain, soumis plus que jamais aux divisions, Josué Nkomo, 59 ans. Ancien syndicaliste, il fonde dès 1962 un parti noir qui se rattachera aux nationalistes. Emprisonné 10 ans, cet habile tacticien modéré et bourgeois est l'homme des contacts avec les pays socialistes voisins. Son expérience politique est sa meilleure carte. Kissinger et Vorster ont fait du bon travail au bon moment en obligeant M. Smith à accepter publiquement un gouvernement de la majorité noire dans ce pays dans 2 ans. Mais ces 2 ans sont à négocier. Et personne ne peut dire « ce sera dans 2 ans ». C'est à nous, les gens de ce pays, de choisir quand cela arrivera. La tendance la plus dure se cache dans les maquis. C'est celle des 8000 nationalistes basés au Mozambique et soutenus par les pays socialistes voisins qui mènent la guérilla contre les Blancs. À leur tête, Robert Mugabe, 50 ans, docteur en droit, emprisonné pendant 10 ans. Radical marxisant, en détenant les fusils, il est le personnage clé le plus intransigeant du mouvement nationaliste. Nous n'avons pas lutté pour mettre en route les négociations de Genève. Nous avons commencé cette guerre pour que notre pays nous soit rendu. Et nous n'avons pas encore libéré notre pays. Les discussions ne peuvent pas nous donner la victoire. Et la guerre doit donc continuer jusqu'à ce que nous ayons atteint notre objectif. Pour l'immense majorité des 6 millions de Noirs, ces divisions politiques et tribales ne sont pas pour l'instant l'essentiel. L'impatience les rassemble. Ils vivent ici dans les townships, villes dortoirs en dehors de la cité blanche où la loi leur interdit de résider. Pensez-vous que les Blancs doivent partir ou rester? Rester par tous les moyens. Je crois que ce serait une folie si ceux qui prendront le pouvoir au Zimbabwe, en Rhodésie, chassaient les Blancs. Ils ont fait ce pays et nous avons besoin d'eux ici pour le bien de tous. Ephraim est contremaître et gagne 800 francs par mois. Il n'aura jamais de poste plus élevé, c'est la règle. Il a cependant contribué à doubler la production industrielle du pays en moins de 10 ans. Car la Rhodésie est riche, riche de métaux rares dont le chrome et l'or, riche d'une agriculture qui en fait un grenier pour le sud de l'Afrique, riche d'une main-d'œuvre bon marché et docile. Tout le monde convoite ce pactole, rhodésien et étranger, ce qui explique en partie les luttes politiques actuelles. Après accord, les sanctions de l'ONU devraient être levées, accroissant ainsi une expansion étonnante. Ce que nous voulons, ce sont des droits égaux pour que les Blancs et les Noirs vivent ensemble en paix. Le changement pourra-t-il se faire sans violence? Qui peut répondre quand se mêlent l'impatience des uns, l'amertume des autres et les convoitises de beaucoup? Les négociations de Genève, où se heurtent maintenant 2 intransigeances, éviteront peut-être à la Rhodésie ces convulsions de l'histoire. Demain donc, 2e volet du dossier, du reportage de Claude Carrel, Jean-Louis Saporito, Les Blancs. 2 traditions en fin de journal, le tiercé, la météo. Le tiercé parce que nous sommes jeudi. C'était la première réunion de trot de la saison à Enghien et c'est Colomba 2 qui l'a remporté devant Espoir de Loire et Eurébiade. Autrement dit, le 18, le 12 et le 3, vous le voyez, un petit peu plus de 6 000 francs dans l'ordre et un peu moins de 1 000 francs dans un ordre différent, toujours pour 5 francs. La météo, maintenant, est bien toujours le même temps maussade, très brumeux, avec des pluies un petit peu partout et des températures qui vont se mettre à baisser légèrement. Voilà, fin de ce journal. Au nom de tous ceux qui l'ont préparé avec moi, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et tout de suite, le rappel des titres de l'actualité d'aujourd'hui. Bonsoir. L'inspirateur du gang des égoutiers, un photographe niçois. Juan Carlos à Paris, mon pays est européen. 1,1%, c'est la hausse des prix en septembre.
3 jours de vacances, on ferme tout ou presque. Dernière édition du journal d'Antenne 2, 23h35.